Voilà, donc pour aujourd'hui, on termine avec la question des effets des migrations internationales sur les espaces d'arrivée. Donc on peut le reformuler ainsi. Quels sont les effets de l'immigration, du coup, dans les pays qui reçoivent des immigrés? Euh, alors, je vais d'abord répondre donc à une remarque, une question que j'ai reçue par mail, et ensuite éventuellement je vous laisserai la parole et la place pour des remarques ou des questions sur ce qu'on avait à étudier pour aujourd'hui. Alors, la question ou la remarque que j'ai eue par mail, elle porte sur trois documents, donc je vais les partager pour que tout le monde les ait sous les yeux. Alors, c'était une question c'était une question remarque, disons, sans plus de précision. Alors, voilà. C'est-à-dire, est-ce que je peux repréciser quelques documents, essayer de les expliciter un peu plus? Alors, il y avait le document 56, le document 58 et le document 59. Alors, le document 56 euh, s'intéresse, enfin, il illustre et il complète la partie du cours sur les effets de l'immigration sur le marché du travail. Et en fait, il y a deux grands effets que les économistes essaient de mesurer. Ce sont les effets sur les salaires. Est-ce qu'une population immigrée nombreuse, est-ce que des travailleurs immigrés nombreux qui arrivent euh, influencent le niveau des salaires de ceux qu'on appelle les natifs, c'est-à-dire des gens qui sont nés dans le pays d'accueil. Donc est-ce que ça fait baisser les salaires? Est-ce que ça fait augmenter les salaires? Est-ce que ça ne change pas grand-chose au salaire? Ça, c'est la première interrogation. Et la deuxième interrogation, c'est est-ce que ça modifie le niveau de chômage? Est-ce que ça fait augmenter, diminuer, ou au contraire, est-ce que ça n'a que peu d'effet sur le chômage? Alors, que ce soit les effets sur le marché du travail, les effets sur la croissance ou les effets sur les finances publiques, avant toute chose, il faut bien comprendre que les économistes ont beaucoup de mal à évaluer ces effets avec certitude, en raison en fait des relations complexes entre l'arrivée des immigrants et tous ces effets macroéconomiques. Autrement dit, pour le dire très simplement, parce qu'on n'a pas besoin de rentrer dans les détails, ce qui est compliqué, c'est de faire des raisonnements, toutes choses étant égales par ailleurs, et être sûr que ce qu'on est en train de mesurer provient bien de l'immigration. Est-ce que ça ne provient pas d'un autre effet dont on n'aurait pas pu identifier l'origine? Ça, c'est méthodologiquement, hein, ce qui est certain, c'est que mesurer tous ces effets, c'est quelque chose de très compliqué. Alors malgré tout, à la fois dans la modélisation et à la fois dans des études empiriques, les économistes essayent, donc ils essaient de savoir. Et dans le document 56, ce que cet économiste explique, Monsieur El Mouhoub, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'effets, c'est des effets assez marginaux, hein, il n'y a pas beaucoup d'effets sur les salaires, en France en tout cas, il n'y a pas beaucoup d'effets liés à l'immigration de travailleurs, hein, au flux d'immigrés qui arrivent en France. En tout cas, si effet il y a, ce sont des effets qui sont sur ce qu'on pourrait appeler des micro-marchés du travail, c'est-à-dire certains types de marchés du travail et pas le marché du travail national. Par exemple, ça peut effectivement avoir exercé une pression à la baisse sur des marchés du travail peu qualifié, sur les marchés du travail dans la restauration, par exemple, sur le marché du travail dans les services peu qualifiés, comme le ménage, comme le nettoyage, etc., etc. Après, en France, il y a un salaire minimum, donc de toute manière, l'effet ne peut pas être totalement euh, complet, hein, sur les salaires. Voilà. J'ai l'impression que ça a un petit peu sauté, donc j'ai un peu interrompu mon discours. Alors, encore une fois, quand ça saute comme ça, normalement, sur la vidéo, ça reste fluide. Donc, si jamais vous avez des à-coups, n'hésitez pas à aller revoir la vidéo par la suite. Alors, je disais donc, sur les salaires, lorsque les économistes essaient de faire des études soit théoriques, soit empiriques, les conclusions, en général, ne sont pas très significatives et finalement, l'immigration n'a pas un effet énorme sur les niveaux de salaire. Voilà, donc c'est l'enseignement principal de ce document.
Et le deuxième paragraphe de ce document indique que finalement, si concurrence il y a, c'est-à-dire si pression à la baisse sur les salaires il y a, ou si chômage supplémentaire il y a, c'est plutôt entre travailleurs immigrés eux-mêmes que entre travailleurs immigrés et travailleurs natifs, entre guillemets, ou travailleurs qui ne sont pas des immigrés. Donc la concurrence, elle se joue plutôt entre des générations successives d'immigrés ou des immigrés d'origines différentes, puisqu'ils vont occuper plutôt des emplois qui sont dans les mêmes secteurs. Alors beaucoup d'emplois effectivement peu qualifiés, mais aujourd'hui l'immigration s'est quand même beaucoup diversifiée, et donc vous avez aussi des emplois qualifiés qui sont occupés par les travailleurs immigrés, en particulier dans la santé hein, en France, dans la médecine. Voilà, donc ça c'est pour ce document 56, hein, j'espère que ça a un petit peu clarifié les choses. Alors et ensuite c'était deux documents, alors là je vais peut-être les commenter un peu moins longuement, enfin je vais quand même m'arrêter un petit peu dessus, hein, mais documents 58 et 59. Alors ces documents 58 et 59, ils portent sur les mêmes questionnements, c'est-à-dire quels sont les effets de l'immigration sur les finances publiques, c'est-à-dire sur l'équilibre entre les dépenses sociales et les recettes, disons sociales, entre des cotisations sociales et des prestations sociales, mais aussi entre des impôts collectés et des services financés par l'impôt. Donc on essaie de faire la balance entre ce qu'apportent les immigrés au pot commun, si on veut, hein, aux finances communes, et ce qu'ils coûtent à ce pot commun, ce qu'ils coûtent à ces finances communes. Et là encore, deux remarques. Hein, c'est très difficile à mesurer, d'une part, et donc je ne sais pas si vous avez senti, surtout dans le document 59, mais l'auteur explique qu'il y a différentes modélisations possibles et que, en fonction des hypothèses qu'on retient de ces modélisations, les résultats ne sont pas exactement les mêmes. Et pour les études empiriques, ben, on retombe sur le même problème. C'est difficile empiriquement de savoir ce qui est exactement lié à l'immigration, ce qui peut être au contraire le résultat d'un autre effet que celui de l'immigration. Bon, mais malgré tout, les tentatives de mesure de ces effets de l'immigration sur les finances publiques, sur l'équilibre des finances publiques, donnent lieu à des conclusions qui sont un peu les mêmes que sur le marché du travail. C'est que si effet il y a, ce sont des effets qui sont quand même relativement modestes. Et d'ailleurs, en fonction des études, c'est parfois des effets qui sont positifs, parfois des effets qui sont négatifs. Et à chaque fois, ça se joue, encore une fois, à des niveaux d'effets qui sont quand même très faibles. Bon, donc, ce document 58 et le document 59 hein, montrent, en tout cas les économistes estiment que l'immigration n'a pas un effet déstabilisateur énorme sur les finances publiques. Euh, Une des raisons d'ailleurs pour lesquelles les travailleurs immigrés ne pèsent pas tant que ça, en tout cas pas autant que les Français le croient, hein, puisque je vous avais mis aussi un sondage euh, réalisé en France qui montre que les Français pensent que les immigrés coûtent très cher à l'État, ce qui en fait est plutôt faux. Et une des raisons pour laquelle les immigrés ne coûtent pas si cher que ça à l'État euh, dans toute leur existence, dans tout leur séjour en France, c'est que une grande partie de ces immigrés vont rentrer euh, dans dans leur pays d'origine, notamment au moment de la retraite. Parfois, c'est lorsque leur contrat de travail s'arrête, ou parfois c'est qu'ils ont envie de retourner chez eux. Et donc, vous avez tous ces migrants qui retournent dans leur pays d'origine, qui ne pèsent plus sur les finances publiques, alors sauf qu'ils ne contribuent plus non plus hein, à l'impôt et aux cotisations sociales. Voilà, pour ce document 58, donc je le relis en diagonale rapidement. Euh, voilà, ici l'auteur explique bien hein, que certes ça peut augmenter le poids des finances pour les dépenses publiques, ça peut augmenter le poids des prestations de santé, des prestations d'éducation, mais que de manière générale les migrants pèsent peu sur les caisses de retraite par exemple, hein, parce qu'ils ont souvent cette tendance, hein, ce réflexe de rentrer dans leur pays d'origine à la fin de leur vie active. Alors, document 59 qui était un peu plus long, hein. Donc c'était peut-être sur celui-là qu'il y avait
un peu plus d'interrogations. Donc là, le document 59 présente un peu différentes possibilités méthodologiques, mais vous voyez qu'à chaque fois j'ai coupé en fait, hein, au moment où les auteurs, ou l'auteur ici, alors c'est cet article-là, oui, c'est Ikram Bouktan, donc c'est un article qui est beaucoup plus récent, hein. J'ai coupé à chaque fois en fait que l'auteur se précisait les techniques méthodologiques, hein, les enjeux méthodologiques, parce que encore une fois, pour nous, c'est pas ce qui est le plus important. C'est très intéressant évidemment, mais c'est pas ce qu'on va vous demander dans le détail, et c'est pas ce que je vais vous demander dans le détail dans vos travaux et dans vos cols. Donc c'est pour ça que j'ai coupé un peu le texte au moment où l'auteur s'enfonce, disons, dans les détails méthodologiques, précise ces détails méthodologiques. Mais on voit bien quand même dans ce document que il y a plusieurs possibilités. Euh, Dans le deuxième paragraphe que je pointe ici, on peut utiliser, donc, il parle d'outils standards de l'analyse des effets des politiques économiques avec un modèle macroéconomique qui représente l'économie dans son ensemble. Et vous avez, dans le troisième paragraphe, deuxième approche utilisée avec des séries chronologiques. Donc, encore une fois, on tâtonne, les économistes tâtonnent, tentent plusieurs choses pour essayer de mesurer ces effets. Et moi, là, ce qui m'intéresse à chaque fois, c'est plutôt les fins de paragraphe, du coup, hein. Donc, dans le deuxième paragraphe, les résultats des simulations des effets de l'immigration indiquent un impact budgétaire moyen positif. Bon, donc, les immigrants ont plutôt tendance à impacter positivement les finances publiques. Ça peut s'expliquer parce que les migrants sont en grande partie quand même des gens qui viennent pour travailler. Donc, ils augmentent le taux d'emploi dans le pays, le taux d'activité déjà dans le pays, ils augmentent le taux d'emploi dans le pays, et ils augmentent donc la production de richesse, et qui dit augmentation de la production de richesse, dit augmentation aussi des recettes de l'État. Ici aussi, je souligne avec le pointeur, euh, dans ce troisième paragraphe, finalement, qu'est-ce qu'on constate? C'est que le solde budgétaire rapporté à la production nationale augmente, c'est-à-dire que avec l'immigration, il semblerait qu'on arrive à un résultat plutôt positif sur le solde budgétaire, sur la différence entre les recettes budgétaires et les dépenses budgétaires. Voilà. Alors, le paragraphe suivant que je pointe ici, ce paragraphe-là, explique pourquoi est-ce que c'est plutôt positif pour les finances publiques. C'est parce qu'encore une fois, les migrants sont plutôt des travailleurs. Euh, Encore une fois, contrairement à l'opinion publique, quelque part, hein, aux impressions qui ressortent parfois des débats, les migrants qui viennent sont des gens euh, qui sont déjà employés, qui ont déjà un contrat avant d'arriver, ou alors qui en trouvent un, qui veulent en trouver un. Donc c'est pas des gens qui vont peser, par exemple, sur les prestations sociales minimales, sur le RSA, par exemple, ou sur les allocations au chômage. De toute manière, il faut avoir travaillé pour avoir droit au chômage. Voilà. Donc c'est plutôt des populations qui augmentent le niveau d'activité et le niveau d'emploi dans les pays d'accueil. Alors, le dernier paragraphe, c'est pour répondre à une critique finalement. Oui, mais attendez, il y a aussi des migrants qui viennent pas forcément pour travailler, mais parce qu'ils sont des réfugiés politiques. Et ces migrants-là pèsent énormément sur les systèmes des finances publiques des pays qui les accueillent. Et là, bah, pareil, hein, Ikram Bouktan argumente et prend des chiffres, hein, pour expliquer que bah, même les gens qui viennent pour se réfugier, hein, même donc les gens qui bénéficient de l'asile politique par exemple, cherchent eux-mêmes rapidement à subvenir à leurs propres besoins et donc à travailler. Ce qui fait qu'au bout de quelques années, le poids de ces immigrés particuliers sur les finances publiques redevient classique et pas beaucoup plus lourd que celui d'un national ou d'un natif du pays d'accueil. Voilà, donc j'ai passé un peu de temps sur ces documents. Alors oui, dernière chose, les documents 58-59 sur les finances publiques. Ça, c'est des questions qui sont plutôt abordées en deuxième année de toute manière, hein. Tout ce qui est finances publiques, politique sociale, effet de tel ou tel paramètre sur les politiques sociales et les politiques économiques, c'est plutôt du programme de deuxième année, hein. Donc c'est pour ça que dans le cours, j'ai pas spécialement développé sur l'effet sur les finances publiques. Vous en reparlerez sans doute l'année prochaine. Voilà, donc c'était un peu long ce parcours des documents 58, 59, 56. J'espère que ça a répondu aux interrogations des uns et des autres. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques sur,
sur le cours. Alors, Anaïs, je vais couper mon micro, comme ça vous aurez, ça va couper aussi un petit peu les cris du petit, et je te laisse poser la question. Monsieur, si tu veux le document après, je me demandais, est-ce que, enfin, la notion d'assimilation et du fait que pour qu'un migrant s'étende, entre guillemets, dans un pays, il faut qu'il assimile la culture d'accueil. Est-ce que, même si le migrant ne prend pas le cas des fêtes nationales, est-ce que la langue constitue, est-ce que la pratique de la langue du pays d'arrivée constitue une assimilation? Alors, j'ai pas parfaitement entendu la question, mais je pense l'avoir comprise, hein, donc je vais répondre, et puis si c'est pas ça, tu reposeras la question. La question de la langue. Alors, bon, je vais pas faire de la philosophie des langues puisque je serais bien incapable, hein, de le faire. Mais il est clair que acquérir une langue et parler une langue, c'est acquérir d'une certaine manière une culture et une vision du monde, une manière de nommer les choses. Et donc, apprendre une langue, c'est quand même une forme, si ce n'est d'assimilation, au moins d'acculturation. Après, il est clair que dans un premier temps, les migrants internationaux peuvent apprendre des rudiments de langue, et dans ce cas-là, c'est plutôt un facteur d'intégration, c'est pour être capable de développer des liens de travail, des liens dans la vie de tous les jours, hein, au magasin par exemple, ou même dans la rue. Et dans ce cas-là, c'est juste entre guillemets, hein, de l'intégration, c'est-à-dire la capacité à développer des liens nombreux, réguliers, avec la société d'accueil. C'est vrai que la notion d'assimilation, ce serait vraiment l'idée de se fondre complètement dans la culture d'accueil, donc oublier quasiment sa culture d'origine, alors que l'intégration respecte oui, respecte, c'est ça, hein, l'idée qu'on a sa propre culture, mais que ça n'empêche pas de tisser des liens efficaces, nombreux, réguliers, avec les membres de la société dans laquelle on est accueilli, dans laquelle on est arrivé. Voilà, dis-moi si c'était le sens de ta question, ou sinon repose ta question à Anaïs. D'accord, donc j'avais réussi à deviner à peu près le sens, hein, puisque vous verrez, vous entendrez à la vidéo, et je pense que tes camarades aussi s'en sont peut-être rendu compte, ça, c'était un petit peu instable comme son. Ok, alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques sur ce sujet? J'ai pas du tout eu le temps de creuser, mais honnêtement, en regardant les sujets des concours à l'écrit comme à l'oral, euh, il y a peu d'interrogations jusqu'à aujourd'hui sur les conséquences sociales de l'immigration. C'est pourtant un sujet qui est intéressant, mais qui est très vaste, hein. C'est-à-dire que si j'avais voulu développer le cours, il aurait pu faire des pages et des pages. Et d'une part, je n'avais pas le temps, et d'autre part, je pense qu'au concours, c'est finalement peu utile, hein, par rapport au sujet qu'on vous pose de manière générale. Alors, je vais juste, avant de vous laisser, malgré tout, reprendre le cours pour voir s'il y avait des choses que je pouvais préciser. Et sinon, on va s'arrêter là. Alors, donc oui, j'ai pas du tout repris les définitions, hein, des migrations, mais je pense que dans le manuel et même par vos propres connaissances, vous les avez en tête, hein. On parle d'immigration lorsque, du point de vue d'un pays, une population qui n'est pas née sur le territoire national entre s'installer pour plus d'un an dans ce pays.
Donc j'ai pas repris la définition, mais je pense que vous la connaissez quand même assez bien. Euh, Pensez bien aussi que lorsqu'on parle d'immigration, on peut parler à la fois du stock ou du flux, hein, c'est un peu comme les investissements. Le stock des immigrés, c'est l'ensemble des personnes qui sont progressivement arrivées en France, si on parle de la France, alors qu'elles sont nées à l'étranger. Et aujourd'hui, en France, ça représente plus de 10% de la population en France, hein, donc ça représente à peu près 13% de la population. Alors que le flux d'immigrés, c'est le nombre d'immigrés qui, chaque année, passent les frontières pour s'installer en France. Sachant que ce flux d'immigrés, il est abondé positivement, donc il y a des immigrés qui viennent s'installer en France, mais il y a aussi du négatif, c'est-à-dire qu'il y a des immigrés qui meurent, hein, voilà, comme tout le monde, et puis il y a des immigrés qui repartent chez eux et qui donc affectent négativement le solde migratoire. Bon, là, toutes ces définitions sont bien reprécisées dans le manuel, et si vous avez besoin que je les reprenne éventuellement, je pourrais vous les faire passer dans un petit document de définition, mais il n'y a rien de bien compliqué ici. Donc sur le marché du travail, on a déjà expliqué. Sur la croissance, j'ai pas eu de questions, mais vous voyez, en fait, finalement, j'ai repris à peu près les mêmes choses, hein. C'est-à-dire que les effets de l'immigration sur la croissance sont théoriquement peu prévisibles, hein. Ça dépend en fait de la structure de la population immigrée. Et empiriquement, bon, bah, c'est pareil, ça n'a pas un impact qui est finalement phénoménal et ça n'a pas un impact qui est facile à mesurer de toute manière. Documents 58-59, on les a déjà abordés ensemble. Et ensuite, c'est plutôt des éléments donc de sociologue, réflexion de sociologue. Donc, j'ai rappelé quand même que la question de l'intégration des immigrés ou de l'assimilation des immigrés, c'est une question ancienne, hein, puisque dès les débuts de la sociologie, par exemple à Chicago, on s'intéresse beaucoup à cette figure de l'étranger qui n'a pas la même culture, donc qui peut avoir du mal à s'intégrer, qui n'a pas les codes sociaux, qui n'a pas les valeurs sociales, qui ne sait pas exactement comment s'adresser aux gens. Donc ça, c'est finalement une thématique assez ancienne, hein, de la sociologie, notamment aux États-Unis. En France, c'est un champ de recherche qui est un peu plus récent. Et en France, bon, comme dans beaucoup de pays d'ailleurs, hein, le débat se fait beaucoup entre donc les termes d'intégration et d'assimilation, mais donc encore une fois, on a reparlé à l'instant avec la langue de l'idée d'intégration et d'assimilation. Donc, donc j'espère que ces deux notions sont quand même assez claires pour vous parce que elles font partie d'un débat en France qui est un débat toujours actuel, hein. Vraiment, la question de la manière dont les immigrés vivent en France, c'est une question qui intéresse beaucoup les hommes politiques. Alors, à tort ou à raison, bon, disons que lorsqu'on a justement fait notre travail ensemble ce matin, on voit que les effets macroéconomiques bah, sont pas si énormes que ça. Donc, passer beaucoup de temps à débattre de l'immigration, c'est peut-être quelque chose qui est un peu superflu. Alors, par contre, la manière dont les immigrés sont accueillis, dont ils peuvent vivre collectivement avec les populations qui ne sont pas immigrées, là, c'est une question qui est peut-être plus fondamentale, effectivement. Bon, mais les documents 60, sur lesquels vous n'avez pas posé de questions, expliquent bien tout cela.